Attention, cet épisode traite de sujets comme le racisme, le meurtre et les crimes d'époque. Il est pour un public averti. Bonjour et bienvenue à Procès-verbal. J'allais dire bon matin, mais c'est bonsoir. Bonsoir, bon matin, bon après-midi, peu importe le moment de la journée que vous êtes, ou bonne nuit si vous nous écoutez en vous endormant le soir. Ouais, mais ça a l'air qu'on a des belles voix. On a eu ce commentaire-là. Je sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir une voix de... Je sais pas, là... de jeune vieille fumeuse. Je sais pas. De jeune vieille pas. J'ai un petit mal de gorge. Fait qu'on va essayer de survivre avec ça. Ça fait 2 jours que les épisodes sont en ligne. Oui, ça fait 2 jours qu'on vit de l'anxiété puis qu'on mange les plafonds. Non, pas les plafonds, les murs. Ou, selon notre dernier épisode, les divans. Ouais, les matelas. Ou les cendres. Non. 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 On Coupe ça au montage. C'est pas On vrai. recommence pas cette discussion. Non. Oui, je suis stressée. Toi, ben, t'es plus... tu vas aller voir les données, les trucs, les écoutes. Moi, je suis plus... je vis dans le déni. Mon petit nuage. Je suis sur mon petit nuage, puis je me promène, puis je regarde pas. Et après presque 48 heures, on est quand même à 600 écoutes. Donc OK, parce que tu me balances ça. Parce que moi, j'avais pas vu, hein. Moi, il avait pas vu. Fait que 600 écoutes, OK. Bonjour les gens qui nous écoutent. J'espère que les gens aiment ça. J'espère. Si vous avez des commentaires constructifs. Constructif. Mais oui, c'est vrai. Mais on fait ça pour le plaisir. Fait que, c'est au moins... Ben, j'essaie de pas me mettre la barre haute, tu sais, dans le sens que je veux pas comme me dire « Ah ouais, moi, je fais ça professionnellement. » Non, on fait ça pour le fun, Oui. dans le sous-sol chez nous. Entre meilleurs amis. Puis, c'est ça. Bon, ben, hey, merci, gang, de nous écouter. Yes, merci. Puis, n'hésitez pas à nous passer des commentaires, à nous donner des étoiles. À nous reprendre si on se trompe. Oui. Puis, d'ailleurs, c'était dans le dernier épisode, il y avait la salle Jacques. Oui. Que j'ai appris, c'est Jonquière, Arvida, Kenogami. Ben oui, c'est mais la ça salle fait tellement du sens, là. C'est la salle des aînés. Oui, j'ai vu ça. J'étais allée voir, là, puis... Ben, pas la salle, mais les commentaires, puis... Eh bien. C'est dans quel coin, finalement, tu sais-tu? C'est René Lévesque qui est à cet endroit-là. C'est comme... Il faudrait que je rentre dans le personnel pour donner des points de référence. Mais pas loin, boulevard Saguenay, René Lévesque. OK, puis c'est où une résidence de personnes âgées? Ouais. Il y a quand même... Mais je sais pas c'est quoi les noms des résidences. Il y a un quartier résidentiel, on restait quand même pas très loin de là. OK, mais c'est-tu là où il y avait eu le party? Ah oui. Oui. On a déjà eu un party à cette salle-là. Bon, ben maintenant, mystère résolu. Bon, écoute, c'est encore toi ce soir. Un jour, je vais faire un épisode. Promis. C'est juste que là, je cherche... comment dire? Trouve ta voix, Sarah. Puis là, ben, je la cherche. Fait que... Si quelqu'un la trouve, vous pouvez lui renvoyer. Oui, s'il vous plaît, envoyez-moi ça. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, on s'en va dans quelles années, d'après toi? Aucune idée, mais je sais que toi, tu te concentres avant 2015? Un peu, ouais, généralement. Mais c'est assez large, avant 2015. Ouais, mais c'est pas mal juste ça que j'ai comme idée. On s'en va loin. Où est-ce qu'on s'en va? On va loin. On reste en région, par exemple. J'espère.
Fait qu'aujourd'hui, on passera pas par 4 chemins. On va faire un bond dans l'histoire pour se parler du seul condamné à mort du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un seul? Un seul. Ouh! Fait qu'avant la Confédération au Canada en 1867, plusieurs crimes tels que des vols de nourriture, se déguiser en forêt, et ainsi que plusieurs autres crimes assez ridicules étaient passibles de la peine de mort. Se déguiser en forêt? Oui! J'excuse. C'était écrit tel quel. Fait que je ne l'ai pas changé. J'ai pas cherché plus. On s'entend qu'on est avant 1867. Là. Fait que... Je peux pas dire pourquoi, mais j'ai le clip de, tu sais, là, What the fuck says ding, 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 ding. Eux autres, il y aurait eu toute qu'une amende. Une peine de mort, en fait. Oui. OK. On arrête de niaiser. Continue. Tous les danseurs, les chanteurs, toute la peine de mort. Fait que au Québec, en 1867 et 1960, seulement le meurtre, la trahison ou le viol était passible d'une exécution. La peine de mort ne sera plus autorisée à partir de 1976 à travers le pays, à l'exception des forces armées où elle sera complètement abolie en 1998. On estime qu'environ 148 personnes auraient reçu la peine capitale. Parmi ces condamnés, on retrouvait un Italien, Gaetano Pepitone. Pourquoi j'ai pris cet accent-là? Gaetano Pepitone. Mais c'est son nom. Ah, mais t'es bonne, écoute. Fait que pour connaître tous les dessous de cette histoire, il faudra remonter à l'époque de la prohibition de l'alcool, de la vague d'immigration ainsi que de l'industrialisation de la région au beau milieu des années 20. Bon, pas 2020, là. On reste en 1920. Puis je me sens vieille de devoir préciser ça. Oui, hein? Fait que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est en plein essor économique. La compagnie Price développe ses différentes usines et barrages. Alcoa, connu maintenant sous le nom de Rio Tinto Alcan, en fait de même avec la construction de sa nouvelle usine d'Arvida, ainsi que le barrage de la Chute à Caron sur la rivière Saguenay entre la ville de Kenogami et Shipsha, pas très loin du village de Saint-Jean-Vianney également. Ouais, Saint-Jean-Vianney. L'industrialisation est en pleine effervescence. Donc, par le fait même, toute la région est frappée par une croissance démographique. Les projets sont ambitieux. Donc, le nombre d'ouvriers dans le secteur va quadrupler de 1920 à 1930. 45 des ouvriers seront des immigrants ou des Canadiens anglais. Donc, parmi eux, on pouvait y trouver des Italiens, des Finlandais, des Irlandais et autres. Environ 800 immigrants seraient venus habiter ici durant ces 10 années. Leur présence n'est pas très appréciée par les Canadiens français, qui sentent alors que leurs emplois sont menacés et donnés à des gens de l'extérieur. En 1926, la prohibition entre en vigueur au Saguenay, c'est-à-dire que les citoyens ont donc l'interdiction de consommer et de vendre des boissons alcoolisées à taux de plus de 2,5 %. Dans le fond, c'est comme si on fermait la SAC, la SAQ, et qu'on interdirait aux dépanneurs puis des épiceries de vendre toutes boissons alcoolisées. Ça serait lourd. Cette mesure apporte les gens à se tourner vers des manières illégales de consommer de l'alcool, entre autres par le biais de pubs clandestins. Pub. J'ai plus l'impression que c'est pub. Dans ces endroits, les conflits, les bagarres et les abus de consommation d'alcool n'étaient pas rares. Un nouveau métier naît durant cette période, soit le bootlegger, qu'on pourrait traduire par un tenancier de bar clandestin. Tu sais, c'est pas juste une sorte d'alcool. Là. Non, puis c'est pas juste un bar. Le bootlegger, il y a un bar que c'est... Ah, ça se peut. Je sais pas. Ah. Je suis pas très connaissante. Non, mais il y a comme un bar, puis en plus, c'est petit, puis là, t'as plein C'est de où, places ça? que tu... J'ai aucune idée. Mais je sais que ça existe. Si quelqu'un sait c'est quoi, partagez-nous-le en commentaire. Ce qui nous mène donc à notre histoire d'aujourd'hui. Gaetano Pepitone vient de la Sicile en Italie. Il est né en 1888. Il immigre au Saguenay pour y travailler. Il louait une maison au 13 rue de Laval à Kenogami avec 5 autres immigrants italiens. Ça n'existe plus, là, cette rue-là, aujourd'hui. Là. Du moins, Ça me dit rien, hein? J'ai pas réussi à retrouver c'était où exactement. Là. J'ai même essayé de trouver des vieilles cartes, puis j'ai pas trouvé c'était où du tout.
Cette habitation allait devenir un point central de rassemblement pour plusieurs immigrants. Gaetano aimait bien raconter toutes les aventures rocambolesques qui lui étaient arrivées, du moins ce qu'il prétendait lui être arrivé. Il disait avoir des relations avec certaines organisations criminelles. Il racontait avoir quitté la Sicile en 1923 ou 1924 parce qu'il avait tué un homme. OK. C'est un raconteux. Ouais, c'est ce qu'on dirait en bon français. Il aimait bien raconter justement aux gens qui avaient des liens avec la mafia. Il parlait avec exubérance de sa ville natale. Personne ne connaissait la vérité sur son passé, mais Gaetano aimait bien le personnage qu'il prétendait être. Après un certain temps à travailler comme ouvrier, il a démissionné pour se concentrer sur sa nouvelle passion, soit être un bon bootlegger pour son bar clandestin. J'allais dire sa passion, l'alcool, mais même chose. Ça devait être plus payant un peu. Ouais. Fait qu'il opérait ça directement de la maison qu'il louait. C'était moins demandant physiquement et plus payant qu'être ouvrier. Sa maison, c'était un endroit fréquenté pour ceux qui voulaient satisfaire leur soif. Dans cette période de prohibition, on se rappelle. Donc, c'était l'un des rares endroits où les immigrants étaient acceptés socialement, tandis que les autres pubs clandestins étaient fréquentés et dirigés par des Saguenayens pur laine. Fait qu'ils toléraient pas vraiment la présence des immigrants, bref, du racisme à l'état pur. C'est le samedi soir du 27 août 1927, au 13 rue Laval, que l'incident fatidique se produisit. La maison était modeste, en bois. Il l'avait meublée tant bien que mal. Les colocataires de Pepitone dormaient déjà dans les pièces du bas après avoir bu toute la soirée. Le bar était aménagé au salon, qui était relié à la cuisine par une arche. C'était aménagé comme une taverne. Il y avait plusieurs tables qu'ils avaient achetées à 1$ ou construites eux-mêmes avec des madriers. Moi, ça m'intrigue vraiment la rue. Si quelqu'un sait c'est laquelle rue. Non, mais honnêtement, là, avoir su, j'aurais demandé à ma mère. Parce que ma mère est originaire de ce coin-là. Fait que... Ah, mais on est quand même en 1927, j'ai dit tantôt. Ouais, c'est sûr que... ouais. Mais tu sais, des fois, en tout cas. Ta mère, pas si vieille que ça. Non, c'est vrai. T'as raison. Je pense 70. que mon grand-père à moi était même pas né. Là. OK, ouais. Non, c'est ça. C'est pas... Mais en tout cas, si quelqu'un sait un peu c'est où, là, on aimerait bien savoir. C'était une soirée bien ordinaire, mais paisible. Les immigrants se retrouvaient entre eux. Ils levaient le coude facilement. Le bar était rempli de Finlandais, d'Italiens qui travaillaient à la chute à carreaux. Des anciens collègues de travail à Pepitone. Ils sirotaient leur bière. La soirée battait son train habituel et se déroulait bien. Pepitone riait avec les Finlandais car ils ne comprenaient pas leur intérêt à se construire des espèces de saunas en empilant des pierres et en versant de l'eau bouillante dessus. Trouvait cette idée ridicule et complètement saugrenue. Les Finlandais, c'est comme... C'est-tu comme, tu sais, eux autres, là, qu'on voit, là, dans une cabane dans la Reine des Neiges, là? Qui est là, hi! Non, ça te dit rien? Probablement que c'est bon, mais c'est comme... Continue. Ce qu'on connaît d'un sauna aujourd'hui, c'est quand même... Ça vient d'eux? Oui. Ah, Ben. c'est pour ça qu'on dit un spa finlandais, non? Oui. OK. Bon, ben, hein? On en apprend. C'est ça. Fait que, tu sais, cette idée-là, il y a 100 ans, c'était ridicule parce qu'on connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même... Ouais, mais tu sais, à cette époque-là, est-ce que le bien-être, puis tu sais, là, à cette heure, c'est comme... ils inventent plein de choses pour le bien-être puis prendre soin de nous. Tu sais, en tout cas, continue. Fait que vers 1h du matin, 2 Irlandais s'introduisent dans le bar clandestin, soit William McCabe puis John McNally. Ils sont déjà affectés par l'alcool en arrivant. Ils vont consommer d'autres bières. C'est à ce moment-là que l'atmosphère se mit à s'enflammer. Gaetano circulait entre les tables pour aller servir de la bière et amasser de l'argent. Il passait non loin des Irlandais qui semblaient le dévisager.
Les 2 hommes étaient assis près de la porte de la cuisine qui donnait sur l'extérieur. Ils arrêtaient de parler lorsque Gaetano s'approchait d'eux. Et ils avaient un sourire qui semblait sarcastique. C'était une nuit relativement fraîche après plusieurs journées très chaudes et suffocantes. Pepitone s'approchait de la porte pour respirer un peu d'air frais. Mais Cab commençait à se fâcher contre lui en faisant des grandes mimiques, des gestes obscènes. Ça disait pas c'était quoi, par exemple. L'autre lui signifia qu'il avait assez bu et qu'il ferait mieux de quitter les lieux. Tandis que McNally ricanait en voyant la scène. Après avoir reconduit McCab dehors jusqu'à la rue, le second Irlandais riait toujours. Gaetano alla se rasseoir avec les Finlandais et c'est alors que McNally brisa un verre volontairement. Choqué, Pepitone lui demanda de payer le verre. Mais McNally n'avait pas d'argent sur lui. C'est à cet instant que Gaetano se rua sur lui pour lui donner une série de coups de poing. Il le poussa dehors de sa maison et tomba par terre. Un voile rouge s'installa devant ses yeux. Il avait le visage ensanglanté. McCab, ayant entendu les éclats de voix, entra à nouveau dans la maison. En sortant un revolver de calibre 32 de sa poche, Gaetano cria « All get out ». Il tira un premier coup dans le cou de McNally, un second dans l'abdomen, et alors que celui-ci était en train de fuir la demeure, il tira un troisième coup dans le cœur qui, lui, fut mortel. Le corps inanimé de McNally fut laissé au sol à l'extérieur, à 3 pas de la porte. Pepitone a fui les lieux du crime. OK. Si je comprends bien, là, il n'a pas pu payer son verre parce qu'il a cassé un verre, il n'a pas pu le payer, puis il s'est fait tirer. Ouais. Il était tanné. Il était écœuré de faire rire de lui. Grosso modo, c'est comme ça que je l'interprète. Mon Dieu. Puis après ça, il s'est sauvé des lieux qui étaient sa maison. Oui. Fait qu'il s'est sauvé de sa propre maison. Exactement. OK. En calèche? On On sait-tu? sait pas, hein? C'était-tu encore des calèches? Oui, il y avait, je pense, le début de l'automobile. Je suis pas Eh, spécialiste mon là-dedans. Dieu, Là. t'as peu, là, 1920. 27. En 1927, les principaux moyens de transport étaient la voiture, le train, l'avion. Ainsi que des transports plus traditionnels, comme les bateaux et les chemins de fer. Ben, t'avais tout. Grosso modo, t'avais tout. Mais on est bien poche. Ben, comment ça? Je suis pas poche. Je te disais, d'après moi, c'était quand même les débuts de la voiture. Ben là, ils sont rendus dans les avions, c'est sûr et certain que... Ben oui, mais non. À cette période-là, t'avais comme c'était l'industrialisation. T'avais un peu tout qui se passait en même temps. Là. Tu sais, ils se concentraient pas juste sur les voitures. Puis après ça, 10 ans plus tard, ils se sont consacrés aux avions. Là. OK, moi. Leçon d'histoire. J'étais pas bonne en histoire, moi, j'écoutais pas. Le dimanche au petit matin, dans les environs de 4 heures, un chauffeur de taxi découvre le corps gisant de John McNally. Quoi? Tu réponds à la question directe après un chauffeur de taxi. Oui. C'est pas un conducteur de calèche. Ah. OK, c'est correct. Continue. J'ai comme pas allumé. C'est un chauffeur de taxi. Mais ça peut être un chauffeur de taxi en calèche. Ben non, un chauffeur, c'est un camion. Mais tu peux être un chauffeur de calèche. Ça s'appelle pas un caléchier, là. Je pense que ça a un nom. Ça a un nom. Pas un caléchi. OK, continue. Il alla aussitôt avertir le chef de police de Kenogami, Henry Boulian. On se rappelle qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire et les téléphones de maison, bien que déjà inventés, sont un luxe à cette époque. La mort de l'homme de 32 ans fut alors déclarée sur place par le docteur Ernest Marchand. La cause déterminée de la mort sera la perforation d'un poumon. Les résidents du 13 rue Laval furent tous arrêtés et ont déclaré qu'ils n'étaient au courant de rien, car ils dormaient. Gaetano, pour sa part, s'était réfugié dans une grange non loin de chez lui, soit l'écurie de McAllister. Une chasse à l'homme était en cours afin de le retrouver. C'est le chien du meurtrier qui retrouva son maître et Gaetano se rendit aux policiers. OK, ils ont pris son chien. Ouais, puis son chien a senti son odeur, l'a retracé. Il a conduit les policiers à lui. Stoulé par son meilleur ami. Imagine.
Pensez-y si vous avez des chiens. Oh. Je te dirais que Pixel ne retrouverait pas grand-chose. Pixel étant un chihuahua. Ça trouve des croquettes, c'est rien que juste. Fait que comme mentionné plus tôt, il y a beaucoup de racisme dans la région à cette époque. Alors, il était beaucoup plus facile de pointer du doigt les immigrants lorsqu'il y avait des crimes commis. Dans les journaux, on les reconnaissait facilement par leur nom, qui étaient différents de ceux des locaux. La police provinciale fut appelée à venir enquêter sur ce meurtre. Après l'enquête du coroner Adélard Riverain, Pepitone fut emprisonné à la prison de Chicoutimi durant les 10 jours précédant l'enquête préliminaire qui eut lieu le 8 septembre 1927. Le jour venu, il comparut aux côtés de son avocat, Maître Édouard Chaillet. La salle était remplie de monde, plusieurs curieux assistaient à l'audience. Plusieurs témoins, majoritairement des immigrants, furent appelés à témoigner. La présence de nombreux interprètes s'avéra essentielle en raison de la grande diversité linguistique. À la lumière des preuves présentées, le juge Bergeron ordonna la tenue d'un procès. Pepitone fut alors transféré à la prison des Plaines d'Abraham à Québec, où il demeura pendant 8 mois, avant d'être amené à Chicoutimi pour comparaître le 29 mai 1928. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à ce point, à ce moment-là, la prison de Chicoutimi était déjà une prison pour... je sais pas comment dire. Parce que nous autres, la prison, là, elle existe plus, elle a été fermée. Oui, la bâtisse est encore là, mais... Mais c'était 20... C'est 2 ans moins un jour, je pense. C'était ça? C'était une prison qui était provinciale, celle-là de Chicoutimi. Fait que oui, c'est 2 ans moins un jour. C'est sûr que à cette époque-là, j'ai pas fait de recherche sur Ouais. qu'est-ce Ben, qu'il y c'est parce que avait. c'est bizarre parce que il le garde là, puis après ça, il le transfère aux plaines, puis après ça, il le retransfère. C'est peut-être pour ça, parce que c'était pas un. Tu sais, les crimes qu'il y avait là, c'était peut-être. Mais si aujourd'hui, on prend exemple sur Roberval, qui est aussi une prison provinciale, qui est la nouvelle pour la région, pour les gens qui ne savent pas, parce que Chicoutimi a été fermée parce qu'elle était très, très vieille, existant en 1927 dans notre cas. Je n'ai pas la date d'ouverture, je n'ai pas cherché, mais c'était vieux et très, très petit et très délabré. Puis, c'est ça. Mettons, si on prend l'exemple aujourd'hui, mais en attendant ton procès, tu vas être au provincial. Puis, une fois que tu as ta sentence, c'est là que si tu as plus de 2 ans, tu vas être transféré au fédéral. OK, mais j'imagine qu'il y a quand même des exceptions, tu sais, des accusations de meurtre. Ils te mettent pareil là. Ben, t'es pas coupable. OK, ouais, je comprends. Ben, t'es pas coupable. Tu sais, dans le sens que t'as pas été reconnu coupable encore. Puis aussi, si je me trompe pas, la prison de Chicoutimi était directement aussi à côté d'une école. Ça se peut-tu? Ben, pas loin du cégep, en fait. Au niveau école primaire, je connais pas celle-là du coin. Il y en a des La pas loin. Fontaine, l'école secondaire La Fontaine? Pas plus haute un peu? Je sais pas. Je suis tellement pas bonne. Faudrait que je revalide c'est où, mais en tout cas. Donc, ce procès se déroula au palais de justice de Chicoutimi par le juge Ernest Roy. La défense était assurée par les avocats Éline Tachereau, qui était un monsieur, puis Elzéar Lévesque, tandis que la couronne était représentée par Adjutor Bouliane et Valmore Bienvenu. Chacun s'efforça de défendre sa cause avec rigueur. Le procès a duré 4 jours. Les 12 membres du jury entendirent les divers témoignages. L'avocat de la couronne, M. Bienvenu, prononçait des discours de ce genre envers le jury. Pepito Neguetano, l'accusé, étranger à notre pays et à notre race, était venu chercher chez nous une existence de liberté et s'assujettir à nos lois. Attiré vers ces régions de Lac-Saint-Jean et de Chicoutimi où règne la prospérité, au lieu d'y gagner honnêtement sa vie, il a préféré y spéculer sur le fruit du travail des autres. On va s'entendre que c'est assez péjoratif envers l'accusé. Ouais, hein, c'est comme rien à son avantage.
Comme si c'était une autre race de chien. C'est vrai, hein? Tu sais, c'est... Je trouvais que ça avait l'air négatif, là, mais là, je viens de penser à ça. Ça fait comme un peu raciste. C'est le 2 juin 1928 que le verdict allait être prononcé sur le sort réservé à Gaetano. Une fois de plus, la salle d'audience était bondée. Le juge roi invita alors le jury à se retirer pour délibérer. D'après le Progrès du Saguenay, qui relatait les faits marquants de cette affaire célèbre, il fallut près d'1 heure avant qu'on ne vienne avertir le juge roi que les jurés étaient prêts à rendre leur verdict. Le chef du jury, Eugène Tremblay, fut ensuite appelé pour l'annoncer. Sa déclaration fut sans équivoque. Coupable. Ce verdict plongea Gaetano dans un profond désarroi. Il recevra la plus grande peine que l'on puisse lui imposer, soit la mort. Le juge prononça péniblement. La sentence de cette cour est que vous soyez immédiatement conduit à la prison commune du district de Chicoutimi pour y être détenu jusqu'au 7 septembre 1928 et qu'à cette date, vous soyez conduit sous bonne garde à l'heure et au lieu ordinaire des exécutions pour là, et alors être pendu par le cou, jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Que Dieu ait pitié de votre âme. Aïe, aïe. Puis là, on était au mois de juillet. 7 juillet, je pense. Hein? 2 juin. Je suis Lui, mêlée. il a ordonné, juin, juillet, c'est pas très loin. Ouais. Puis il l'a ordonné pour être pendu au mois de septembre. Par le coup. Juillet, août, mois septembre. Tu sais, un bon 2-3 mois, là, pour regretter ce que t'as fait et dire que dans 3 mois, tu meurs. Ouais. Ben, Mais je trouve que c'est bien. Tu sais, c'est pas... Ben, c'est un délai quand même assez rapide si on regarde les condamnés aux États-Unis qui sont sur le couloir de la mort. Là. Il y en a qui passent 5, 10, je pense même 20 ans. Et c'est pas plus. Puis il y en a plus parce qu'il y en a que, dans le fond, ils vont jamais être mis à mort, qui vont juste être dans le couloir de la mort. Parce qu'il y a des États qui ont comme suspendu la peine de mort, mais pas retiré. Ben, je sais pas à quel point je suis d'accord avec ça, avec la peine de mort. Je suis contente, par contre, qu'ici, il y a eu un seul cas. Mais ce lieu-là où il a été pendu, c'est où? On va y arriver. D'accord, je t'écoute. Continue. Fait que malgré le verdict, la défense parvint à obtenir un sursis, repoussant ainsi la date de l'exécution. Pepitone fut alors transférée à la prison de Québec, où l'attendait sa nouvelle date d'exécution. Elle a été fixée au 11 janvier 1929. Ce délai raviva son espoir, convaincu qu'il pourrait encore échapper à la mort. Fait que c'est ça qu'il a fait, lui. Il y avait de l'espoir de s'en sortir. Oui, parce que tu sais, t'enlèves la vie de quelqu'un pour de la fierté puis un verre cassé. Puis après ça, ben, t'as de l'espoir qu'on soit clément envers toi. Malgré toutes les autres démarches entreprises par la défense, Pepitone ne bénéficia d'aucune autre exemption. La veille de son exécution, il fut transféré de Québec vers la prison de Chicoutimi, escorté par 4 policiers. Le bourreau, Arthur Ellis, originaire de Montréal, devait se rendre dans la région par train pour accomplir sa tâche macabre. C'est lui qui était responsable de la majorité des exécutions à travers la province. Les archives de la région ont d'ailleurs la facture pour ces services qui était de 143,10 $. Ça équivaut à combien aujourd'hui? Mettons que tu disais que tantôt, des tables, c'était 1 piastre. Ça devait quand même valoir des bons bidous. Mais tu sais, combien tu te ferais payer aujourd'hui pour... Pas toi directement, mais hypothétiquement, combien qu'on pourrait payer quelqu'un pour mettre à mort une autre personne? Là, ça me lance dans un autre dilemme moral du genre, est-ce que les bourreaux, c'est comme des meurtriers en série légale quand tu y penses? Mais tu sais, aujourd'hui,
ça sera plus par pendaison, du moins pas, même Ouais, pas aux là. États-Unis. Là. On va se rapporter aux États parce que c'est ce qui est plus proche de nous, parce que ça n'existe plus ici, mais c'est par injection. Ouais. Mais tu sais, eux autres, qu'ils coupaient la tête. Ça fait longtemps, ça. Ouais, Mais tu sais, non. par pendaison, on s'entend que... Tu sais, genre... Ah, toi, ta job, c'est de pendre le monde, genre. Je sais pas, là, c'est... En argent d'aujourd'hui. Je sais pas. Moi, je dirais une couple de mille. Plus. Genre 50 000, 300 000. Ben voyons, mais j'ai-tu de l'air bonne? Si une pièce, une table, OK? À cette heure, une table, là, ça vaut 500 pièces. Fait que, je sais pas, là, 500 000. Tiens. OK. Fait que son 143 de l'époque qui vaut aujourd'hui 2610. J'étais vraiment poche. 2000 piastres. Mais là, je repense à ça, là. T'as dit qu'il était de Québec, puis il est descendu en train Ouais. Ben jusqu'à non. Chicoutimi. Ben lui, il vient de Montréal. OK, il vient de Montréal. Parce que là, ils ont transféré à Québec. Après ça, ils l'ont descendu, ils l'ont remonté, puis ils l'ont redescendu Mhm. pour Lui, faire descendre quelqu'un aussi pour venir le pendre. puis lui, c'est C'était logique, j'imagine. ben, le bourreau. Lui, c'est lui qui faisait les exécutions pour la plupart des pendus qu'il y a eu à cette époque-là. Mais, mettons que ça serait resté, là. Imagine, genre, tu veux dater, puis là, ben, c'est quoi ta job? Ben, moi, je suis bourreau. Je prends du monde, OK, excuse. Ben moi, je ferais pas ça pour un chèque de paye de 2600 pièces aujourd'hui. Là. Non. Ben, c'est par pendaison. Fait que, tu sais, mettons, là, qu'il y en aurait, je sais pas, là, 3-4 dans le mois. Je sais pas, là. Je sais pas, tu restes avec cette image-là, pareil. Ouais, mais je te le dis, d'après moi, c'était des meurtriers en série qui se... tu sais, dans le fond, ils se contentaient juste de ça, tu sais. Là, je suis pas quelqu'un, moi. Je suis pas quelqu'un. Il faut pas prendre mon opinion puis mes choses pour du cash, là. Mais en tout cas, c'est spécial. Bon, continue. Fait que le matin du 11 janvier 1928, Gaetano il a exprimé le désir de recevoir les derniers sacrements de l'abbé Joseph Dufour, un homme pour lequel il éprouvait un profond respect. Toutefois, ce dernier était ému et incapable de remplir ce rôle. Il va laisser l'abbé Maurice Constantin offrir la grâce ultime à 4h30 du matin. Ensuite, à la prison, ils ont mis un échafaud qui servira qu'une seule fois. Il a été construit pour l'occasion à côté de la prison de Chicoutimi. La potence, elle avait été transportée depuis Montréal par voie ferroviaire. Fait quand même, avec le bourreau, ce que j'imagine. Aïe, aïe, les complications, hein? C'était pas moins compliqué de le transférer à quelque part, lui? Ou il fallait absolument que ça soit... Moi, j'imagine qu'il fallait que ça se passe ici parce Ouais. que l'événement s'était déroulé ici Mhm. et son procès avait lieu ici. Moi, en tout cas, je suis quand même d'accord avec toi que ça aurait coûté moins cher à la société, même à l'époque, que ça se passe ailleurs. Mhm. Puis, tu sais, si on veut situer où il avait mis la potence, là, le lieu qui était proche, c'était le Conservatoire de musique de Saguenay, sur la rue Jacques-Cartier. Fait que dans la cour du vieux palais de justice de Chicoutimi. Le Conservatoire de OK, musique, moi, je c'était sais. au cégep. Ouais. Puis, donc, entre la prison, la vieille prison, Mhm. puis le conservatoire, t'avais le palais de justice aussi qui était dans ce secteur-là, qui était collé. Tout était collé ensemble. C'était comme des terrains qui étaient un à côté de l'autre. Mais le palais de justice, il n'existe plus. OK. Mais c'est fou, hein? J'ai, pendant longtemps, passé là tous les jours, ne sachant pas qu'une personne avait été pendue. Ouais. Puis la potence, elle était cachée par les murs de la prison. Mais il y avait des curieux qui montaient les côtes près de la maison des sœurs servantes du Très Saint Sacrement pour l'apercevoir. Tu sais, il y a des sœurs qui sont Ouais, c'est au coin, là. Il y a comme des sœurs, là.
Ouais. Fait qu'ils montaient sur la côte où les sœurs, les curieux, là, les civils, on va dire, ils montaient là pour essayer d'apercevoir la potence. La température était clémente pour un mois de janvier. Parce que dans la région, on sait c'est très froid. Puis la température a frôlé les moins 10 degrés. Fait que 5 heures le matin, moins 10 degrés en plein mois de janvier, c'était un matin très doux. Gaetano Pepitone fut finalement pendu dans la cour de la prison commune du district de Chicoutimi, en présence d'une douzaine d'hommes, soit le chapelain de la prison, c'est un prêtre en gros, des médecins, un coroner, des policiers provinciaux, des gardiens de la paix. Il y avait un shérif, Elzéar Boivin, ainsi que le bourreau Arthur Ellis. Elzéar Boivin, ça me dit quelque chose. Il était pas là quelque part d'autre dans l'histoire. Non. C'était populaire, Elzéar, parce que... Non? Ouais, c'est quand même un nom populaire, mais moi, ce qui me surprenait, c'est qu'on ait un shérif. En tout cas, je suis pas familière avec la police à cette époque-là au niveau des appellations et autres, plus avec notre époque plus moderne aujourd'hui. Mais c'est ça. Shérif, pour moi, ça sonne un peu western. Ouais, hein? Avec les mots de foin qui passent. Comme ça? Exactement. Okay, bon. On continue. C'est une bonne imitation. Son décès se produisit rapidement vers 5 heures du matin. Donc, en conclusion, ce seul verdict de mise à mort au Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure un événement marquant dans l'histoire judiciaire de la région. Il est difficile de déterminer si un citoyen québécois ayant commis un crime similaire à la même époque aurait reçu la même sentence. Les origines étrangères de Gaetano n'ont probablement pas joué en sa faveur, surtout compte tenu des activités illégales auxquelles il se livrait. C'est vrai, hein? Puis en plus, là, quand tu y penses, là, je sais pas jusqu'à quelle époque qu'ils faisaient ça, mais il y en avait beaucoup des pendaisons qui étaient publiques, là. Oui. Je sais pas jusqu'à quelle époque, puis je suis pas la pro des pendaisons, mais elle a même pas été publique, là. Il y a eu quoi, 12 personnes? 12 personnes présentes. C'est toutes puis des personnes. des curieux qui sont allés voir au loin. Il y avait personne qui avait accès à ça. Ils l'ont fait venir pour finalement le pendre avec genre 12 personnes. Tu sais, je comprends qu'il fallait qu'il soit pendu, peut-être, il y avait peut-être une règle, quelque chose qu'il fallait qu'il soit pendu ici. Mais ça reste pareil que ils ont pas comme, tu sais, ils se sont pas servis de ça pour faire un exemple. Non, en effet, c'est vrai. Tu sais, des fois, ils faisaient ça, là, tu sais, montrer, regardez ce que ça fait, là, si vous faites ça, mais hein. Mais là, il n'y a pas d'exemple. Oui, après ça, ils ont dû en parler, là, tu sais, c'est pas bien de faire des bars illégales, là, mais ça reste que j'ai pas l'impression qu'ils ont pris ça comme exemple puis qu'ils ont vraiment fait, genre, lui, on va te le pendre, puis tu sais. Mais c'est Faire un vrai exemple de lui pour pas que les autres immigrants répètent la même ouais, chose. parce que, tu sais, il doit en avoir en masse du monde. Mais quoi que, tu sais, il a quand même tué une personne. Ça remet pas en cause qu'est-ce qu'il a fait, mais il doit en avoir plein d'autres, là, des gens ici qui ont fait des meurtres dans ces années-là, mais qui n'ont pas été pendus. Ben, c'est justement ça. C'est ça mon point. Tu sais, combien de meurtres qu'il y a eu à cette époque-là? J'ai pas les chiffres exacts pour la région, mais il n'y en a eu aucun qui a été pendu, mais c'est pas le seul. Tu sais, même à notre époque moderne, il y a quand même plusieurs meurtres par année dans la région et dans les mêmes villes également. Mais tu sais, à cette époque-là, il y en avait peut-être pas autant, mais il y en avait quand même à chaque année plusieurs. Ouais. Mais en plus, là, tu sais, faut se dire que c'est petit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben, tu sais, c'est grand, mais c'est petit dans le sens que je sais pas s'il y a plus de bleuets que d'habitants ici, mais ça reste que d'être immigrant au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est sûr que c'est une minorité visible, dans le sens que tu vas voir plus de personnes qui vont être des Tremblay, puis des Bouchards, des affaires de même. Fait que c'est sûr que tu le remarques facilement. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que
Ben, c'est sûr que c'était encore du racisme, là, tu sais, dans le sens... Il y avait encore moins, probablement, il était sûrement encore moins les bienvenus, là. Tu sais, c'était encore, probablement, Ben, c'est pour Ils viennent voler nos jobs, nos femmes, nos terres. C'est nos sûrement ça. maisons. Nos maisons, notre eau, nos chiens, nos chats, nos vaches, C'est notre ça. bouffe, notre air. Parce que c'était même pas un cas de racisme au niveau de la couleur. Ben, Mais c'était... à moins qu'il y ait une guerre à ce moment-là entre la Finlande, tu sais, entre les Finlandais... Fellation. OK. À moins qu'il y ait une guerre, peut-être, entre les Finlandais et les Irlandais. Non, et les Italiens. C'est quelque chose, tu sais, mettons, dans le quartier ou quelque chose de même, tu sais. Ben, j'imagine quand même qu'au niveau de la situation mondiale, il y avait quand même quelque chose. Mhm. Parce qu'on est entre les... Tu sais, on est entre la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale. Puis au niveau de l'Italie, c'était quand même chaud, là, avec d'autres pays. Fait qu'il y a peut-être un peu de ça, mais tu sais, Gaetano, il n'y avait rien contre les Finlandais. C'était envers les Irlandais que ça se passait pas bien ce soir-là. Mais tu sais, ça dit pas pour les autres soirs. Tu sais, peut-être que c'était vraiment juste avec ces deux personnes-là qui Attends un peu, s'entendaient là, pas bien. c'était-tu un Finlandais qui a tué ou c'était un Irlandais? Un Irlandais. Ah, je me suis mêlée. J'ai Mais- tout gâché. Les Finlandais, c'est avec lui qui s'entendait bien. OK, mais Avec eux. dans le fond, il y a peut-être juste... Dans le sens, il y avait peut-être déjà des choses qui se passaient entre tout le groupe. Mais tu sais, ça risque... En tout cas... S'il avait été un Saguenayen pur laine, il serait peut-être pas mort. C'est En fait, au là, moi, final, j'ai c'est l'impression que si ça avait été un Saguenayen qui aurait tué un Finlandais, un Irlandais, un Italien ou quoi que ce soit, probablement qu'il y aurait eu... je sais pas. Ben, il Puis, tu aurait sais, peut-être été en prison à vie ou peu Ouais. importe. Mais je ce pense qui pas qu'il était- aurait fait venir une potence. Toutes les affaires, le bourreau puis tout le kit pour qu'il se fasse pendre ici. J'ai pas l'impression que ça serait allé Ben, les jusque-là. Mm. jurés l'auraient peut-être même pas déclaré coupable Ouais. pour avoir lu un petit peu. Légitime défense. Ça existait-tu à ce moment-là? Je te dirais que pour avoir lu beaucoup de cas de meurtre de cette époque-là, il y Mhm. avait beaucoup de gens acquittés aussi. Par faute de preuves ou tu sais, parce que c'est des gens souvent non éduqués qui faisaient partie des jurys Mhm. aussi. Fait que, tu sais, en tout cas, je veux pas juger cette époque-là, mais c'est quand même autre chose qu'aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est ça, ils acquittaient souvent les gens, puis par pitié ou autre. Là. Ouais, à cette heure, quand tu fais partie d'un jury, faut que tu fasses, tu sais, ils font l'entrevue, après ça. Il y a tout un processus de Ouais. sélection. C'est assez compliqué, mais il y a des personnes qui sont rejetées dans le processus. Il y a des Mhm. gens qui s'auto-excluent parce qu'ils Puis à ce amènent des moment-là, je sais pas preuves. c'était quoi, là, mais ça devait pas être aussi compliqué. C'est ça. Fait que ça conclut pas mal notre petit Gaetano. C'est intéressant parce que je le savais pas. Je le Mhm. savais pas, puis maintenant, ça m'éduque un peu sur notre belle région. Ben, tu sais, c'est pas positif, là. Je n'irais pas dire, il y a juste eu un pendu, mais c'est quand même intéressant. Il n'y en a pas eu plusieurs. Fait que, tu sais, il y en a eu juste un. Au moins. Juste un. Juste un. OK, on tourne. C'est ça. Fait que qu'est-ce que tu as à nous suggérer cette semaine? Oh, c'est moi qui commence. Mhm. Aujourd'hui, je vais vous présenter un podcast qui est différent un peu de ceux que j'écoute à l'habitude, mais ça fait toujours du bien quand je veux un petit peu plus de positif ou je veux rire. C'est le podcast Nuance qui est présenté par Marie-Lou Martineau. C'est super intéressant. Elle a parfois des gens, en fait, elle a toujours des invités. Puis elle va lire justement des posts sur Reddit
soit en anglais, en français, elle va les traduire. Puis c'est, tu sais, parfois, là, les gens ils se posent des questions, là, que ça fait aucun sens. Puis souvent, elle va demander des conseils, là. Ses invités ont des liens avec les pauses Cali, les sujets sujets. Cali. Puis souvent, ça donne des bons conseils aussi. Donc, si vous voulez vous changer les idées, vous pouvez écouter Nuance. Puis je pense qu'elle est à sa 2e saison, 3e. Ça. À peu près. Oui. Je peux pas te dire quelle saison. Moi, j'ai écouté quelques épisodes. Puis oui, c'est léger. Puis c'est le fun et Je pense entièrement qu'il y a québécois. environ une 40 d'épisodes. Mais, tu sais, léger. C'est sûr que parfois, c'est des conseils assez précis, mais c'est vraiment apporté d'une belle manière. J'aime ça. Oui. Puis c'est souvent positif au niveau des conseils ou des fois, ça peut aider certaines personnes qui sont dans cette situation-là aussi. Oui, puis en plus, c'est apporté sans jugement. Oui. trouve. Bon point. Ça permet peut-être d'ouvrir un peu plus notre... avoir de l'ouverture envers les gens puis envers les situations sans juger. Tout ça. C'est ça, exactement. En effet. Pour toi, qu'est-ce que tu as à me suggérer? Moi, ce n'est pas un podcast cette semaine. Ça va être une série sur Netflix. Oh! Mais en fait, c'est pas une série s'il y a juste un épisode. Mais c'est pas un film en même temps. C'est une mini-série? C'est un épisode de documentaire, mais de 1 heure et quelques. Donc, un documentaire. C'est Un ce que tu es en documentaire. train de Oui, me dire. en effet. En effet. Fait que c'est le biggest heist ever, soit le plus grand hold-up de tous les temps. Fait que c'est Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, alias la rappeuse Razel Khan, qui ont volé pour 4,5 milliards de dollars en Bitcoin. Puis c'est le plus grand vol de Bitcoin de toute l'histoire. Puis ça raconte comment ils se sont fait prendre. Et c'est vraiment intéressant. Oh! Puis je vous suggère aussi, pour une question culturelle, d'aller écouter les vidéos de Razel Khan aussi sur YouTube. Oh! Est-ce que tu peux me dire plus pourquoi tu nous suggères ça? C'est assez iconique et ça vaut le détour. Oh! Je suis intéressée, je vais aller voir ça. Ben merci beaucoup. Je pense qu'on sort un peu de notre Zone de confort. zone de confort dans nos suggestions cette semaine. Oui, c'était assez spicy, puis j'ai été surprise par ce documentaire-là dernièrement. Ça faisait un petit bout que j'avais pas eu de documentaire qui m'intéressait assez pour ne regarder que le documentaire et pas faire de cellulaire de côté. Ah, bon, ben merci. Puis là, ben, je pense que tu as quelque chose à me demander. Ouais, si je te propose la motion de terminer ce podcast. Je seconde. Toulou!